Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 28 juillet 2026 et notre cher ami Carl Giacomo est avec nous. Bon retour parmi nous, Carl. Bonjour Nima, et merci de m'avoir invité à nouveau. Je suis ravi d'être de retour. Merci. Colonel, comme d'habitude, nous allons parler de ce qui se passe dans le cadre de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Mais avant d'y venir, nous en parlions avant cette émission en direct. Parlons de votre situation en Europe. Nous savons que vous subissez une pression énorme de la part de l'Union européenne. Les sanctions, tout ce qui affecte votre vie. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre dossier en Europe? Eh bien, concrètement, je suis toujours privé de services bancaires. Actuellement, je n'ai aucun moyen d'accéder à un compte bancaire. Heureusement, certaines personnes me nourrissent ou me donnent de quoi manger parce que je n'ai aucun moyen d'acheter quoi que ce soit via un compte bancaire. J'ai un peu d'argent liquide, mais c'est tout. Et quant aux sanctions, je ne sais toujours pas jusqu'à quand elles seront appliquées. Le paradoxe, enfin, pas le paradoxe, mais la particularité de ces sanctions, c'est qu'elles n'ont aucune limite. On dit qu'elles sont temporaires, mais en réalité, elles n'ont formellement aucune limite. Contrairement à une décision de justice, lorsque vous êtes non pas accusé, mais reconnu coupable de quelque chose et sanctionné, vous recevez une peine qui dépend de la faute que vous avez commise. Je veux dire, si vous avez volé, je ne sais pas, un petit objet dans un magasin, ou si vous avez tué quelqu'un, vous serez puni en conséquence. Et la durée de votre peine dépendra de ce que vous avez fait. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. D'abord, je vous rappelle que je n'ai fait l'objet d'aucun procès. Il n'y a aucune décision de justice. Je n'ai enfreint aucune règle, aucune loi dans l'Union européenne. Je veux dire même en Europe, y compris dans mon pays. En fait, dans mon pays, c'est encore plus clair, parce que dans l'Union européenne, j'ai été condamné à cause de ma liberté d'expression concernant le conflit en Ukraine. Et par exemple, l'Union européenne a affirmé que j'avais fait de la propagande russe, parce que soi-disant certaines interviews, je ne sais d'ailleurs pas lesquelles, car ce ne sont pas des interviews que j'ai accordées à RT ou autres, ont été prises sur Internet et utilisées par RT sans que je le sache. En Suisse, RT n'est pas interdit, par exemple. La Suisse est un pays où Sputnik ou RT ne sont pas interdits. Je suis suisse, donc pour moi, en principe. Mais ce n'est même pas le sujet, parce que je n'ai fait aucune propagande. C'est simplement une accusation de l'Union européenne. Il n'y a pas la moindre violation d'une quelconque loi en Europe, et il n'existe aucune décision judiciaire ou légale concernant mon cas. Un juge n'a jamais examiné mon cas. Je n'ai eu aucune possibilité de me défendre. C'est une sanction qui est tombée de nulle part, et elle n'a aucune limite. Cela veut dire que je n'ai pas été sanctionné pour 1 an ou 6 mois, et ainsi de suite. C'est pour une durée indéfinie. Ça peut durer les 20 prochaines années. Il n'y a absolument aucune limite. Et je ne suis pas, parce que nous avons commencé la discussion quand vous m'avez demandé si j'étais allé en Suisse, puisque je vis à Bruxelles, et vous m'avez aussi demandé si j'étais allé en Suisse en vacances. Eh bien, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de retourner dans mon propre pays, ni de sortir de Belgique. Et si je sortais de Belgique, mon dossier deviendrait alors une affaire pénale. Parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai aucune condamnation pénale. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de jugement pénal, pas de tribunal pénal, ni qui que ce soit qui en aurait décidé ainsi. C'est une simple décision politique. Mais si j'essayais de retourner dans mon pays, alors ce serait une affaire pénale contre moi. Le gouvernement suisse a donc lui aussi protesté auprès de l'Union européenne en disant que ces sanctions portaient atteinte à ma liberté d'expression.
Le gouvernement suisse a également protesté parce qu'il n'y avait pas de procédure régulière, comme je vous l'ai dit. Mais cela n'a aucun effet sur l'Union européenne, qui maintient ses sanctions sans aucune justification. Enfin, ils ont donné une certaine justification, mais elle ne correspond pas à l'accusation. Et ce ne sont même pas des justifications juridiques, si vous voulez. Et le but de ces sanctions, car ce sont les termes de l'Union européenne, c'est de faire pression sur Vladimir Poutine. The word of these sanctions is to make pressure on Vladimir Putin. I didn't know I had so much influence on Vladimir Putin, but Je ne savais pas que j'avais autant d'influence sur Vladimir there Poutine. is a point Il arrive un moment où il vaut mieux en rire, tellement c'est ridicule. so ridiculous. Cela montre simplement à quel point des décisions politiques arbitraires guident désormais l'Union européenne. Cela montre que l'Union européenne n'a aucun sens. Et au passage, sur le plan technique, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens, et même des juristes, soulignent. Parce que des gens ont commencé à écrire des livres sur moi, sur mon affaire, tant c'est extraordinaire. Le fait est que, techniquement parlant, des décisions comme les sanctions ne reposent pas sur l'état de droit. L'état de droit signifie que les décisions politiques sont encadrées par le droit. Means that the political decision is ruled by law. You cannot, if you have a law as a framework, and you Vous le make your pouvez, political decision si vous avez une loi qui sert de cadre et si vous prenez votre décision politique à l'intérieur de ce cadre. not the rule of law. L'Union européenne, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas l'état de droit, parce que la politique définit la loi. Ce n'est pas la loi qui définit la politique. C'est la politique qui définit la loi. C'est exactement la définition d'une dictature. Now, people, if you look on the internet, Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si vous regardez sur Internet, on peut me voir avec ces lunettes noires et une corde autour du cou. around the neck, J'ai repris cette image d'un film du début des années 70, réalisé par Costa Gavras sur le procès de Prague dans les années 50. about the La situation était exactement la même, mais c'était alors le Parti communiste qui l'avait mise en place, en Tchécoslovaquie. done by the Communist Party in Czechoslovakia at that time. And they made a movie of that with very famous French. Et ils en ont fait un film avec un acteur français très célèbre, Yves Montand, qui était un très grand acteur. Et l'affiche de ce film me ressemblait exactement aujourd'hui. J'ai reproduit cette affiche. Je vais vous en envoyer une copie. Je vais reproduire cette affiche avec ma tête dessus, parce que je suis exactement dans la même situation que lors du procès de Prague. En fait, on n'accuse pas les gens de crimes qu'ils ont commis. On invente simplement un crime pour pouvoir les punir. Et c'est exactement là où nous en sommes. Nous sommes exactement dans la même situation. Nous sommes en train de vivre une sorte de soviétisation de l'Europe. We are in a kind of Sovietization of the Europe now. This is exactly the symbol of. I'm exactly the symbol. C'est exactement le symbole de cette soviétisation de l'Europe à ce stade. That's the status of. Voilà donc où en sont les choses. Working on the case. Nous travaillons sur le dossier avec mes avocats. Et encore une fois, comme je l'ai dit, puisqu'il ne s'agit pas d'une décision de justice, il n'y a pas de recours en ce sens. Nous devons en fait saisir la Cour de justice de l'Union européenne et la convaincre que la Commission européenne a commis une erreur. Vous voyez, c'est là où nous en sommes. Nous verrons comment cela évolue, mais c'est très lent. Oui, comme vous l'avez mentionné, c'est purement politique. Cela n'a rien à voir avec le droit. Avec le droit. Aucun juge, aucun tribunal n'a décidé de mon sort. No court that has decided on my fate. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est si difficile de s'y opposer. Exactement. Incroyable, Colonel. Incroyable. C'est incroyable. J'espère que tous ceux qui regardent et écoutent ceci comprennent que c'est juste. Vous savez, pour vous, je me souviens du moment où toute cette folie a commencé. Et ça continue comme ça. C'est ainsi que, vous savez comment les gens, partout dans le monde, je sais que notre public, chaque fois que nous parlons de votre cas, ressent énormément de choses pour vous, pour ce qui se passe dans votre cas en Europe. Malheureusement, c'est une sorte d'île. I know. I have
Absolument. J'ai beaucoup de soutien partout, dans tout le pays, et même dans le monde entier en fait. Vraiment, je reçois des messages de soutien du monde entier. Et il y a aussi, je veux dire, certains partis, je ne veux pas dire lesquels. Je suis totalement apolitique. Je n'appartiens à aucun parti, et certainement pas à des partis en Allemagne, en Italie, en France ou ailleurs. Mais ces partis utilisent désormais mon nom comme argument pour sortir de l'Union européenne, parce qu'ils voient l'exemple. Et beaucoup de gens disent, eh bien le cas de Jacques Beau, ça pourrait être celui de n'importe qui en Europe demain. Et c'est cela qui fait peur aux gens. Parce que s'ils commencent seulement par ce cas-là, ça veut dire que tout est possible. Nous sommes sur la voie de la dictature, si nous ne sommes pas déjà dans la dictature. Je vous rappelle que vous aviez aussi ce rapport du Sénat, je crois que c'était le Sénat des États-Unis, sur l'Union européenne, sur la disparition de la liberté d'expression dans l'Union européenne, et aussi sur les ingérences menées par l'Union européenne dans certains pays. Donc nous avons vraiment une sorte de comportement de l'Union européenne qui ressemble à une dictature. C'est incroyable. Oui. Espérons qu'il se passera quelque chose de positif. J'espère simplement, je sais que vous êtes, nous ferons de notre mieux pour nous sortir de ce pétrin. Mais oui, pas seulement de l'espoir. Il nous faut un peu plus que de l'espoir, je suppose. Exactement. Oui, exactement, oui. Karl, laissez-moi vous demander comment vous percevez la situation en Asie occidentale. Nous avons eu la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Puis, il y a seulement 2 jours, le Yémen est intervenu et a imposé un blocus à l'Arabie saoudite. C'était quelque chose de nouveau, après 12 ans de siège contre le Yémen. Ensuite, il y a eu les attaques contre l'Arabie saoudite. Je pensais qu'ils allaient reculer. Ils n'ont pas reculé. Ils ont répondu, ils ont riposté, ils ont attaqué le Yémen. Puis il y a eu l'attaque yéménite contre l'Arabie saoudite. Au moins 3 sites d'Aramco ont été touchés, 2 raffineries, un des sites de stockage de pétrole. Et certains rapports ont indiqué que le pipeline de Yanbu avait été touché, ce qui n'a pas été confirmé par la suite. Mais au moins, vu ce qui se passe, l'Arabie saoudite n'a pas l'avantage, parce que du côté du Yémen, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont été assiégés pendant si longtemps. L'Arabie saoudite, elle, a tout à perdre dans cette guerre si elle la poursuit. D'un autre côté, on voit que Benjamin Netanyahu est de retour aux États-Unis. Il parle de... Le New York Post a rapporté qu'il voulait fournir à Donald Trump de nouvelles informations de renseignement sur cette montagne qu'ils appellent Kolang, en Iran, la montagne de la pioche, où, selon les renseignements israéliens, l'uranium enrichi se trouverait sous la montagne, dans une installation nucléaire. Karl, quand vous regardez la situation, comment évaluez-vous cette guerre? Si l'on suppose que Benjamin Netanyahu demande à Donald Trump de poursuivre la guerre, est-ce un choix viable pour Donald Trump, compte tenu de ce qui se passe? Eh bien, la réponse courte, c'est que tout le monde sait que ce n'est pas viable. Nous savons que les États-Unis sont déjà dans une situation très tendue en ce qui concerne l'approvisionnement en armes et la logistique. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un problème de simple logistique opérationnelle, si vous voulez. Pas seulement l'aspect stratégique de l'approvisionnement en armes, mais aussi la logistique au niveau opérationnel. Au début, en février, lorsque les États-Unis ont commencé la guerre contre l'Iran, ils disposaient d'un réseau complet de bases, où l'on pouvait avoir du carburant, des munitions, tout ce qu'il fallait. On pouvait aussi réparer ces avions, enfin assurer leur maintenance, et ainsi de suite. Et il y avait toutes ces bases à travers le Moyen-Orient, du Koweït à l'Arabie saoudite, jusqu'à la Jordanie, avec la célèbre base Muwafaq Salti. Aujourd'hui, ce que les Iraniens ont fait, c'est essentiellement détruire toutes ces installations.
En fait, en utilisant leurs missiles, ils ont repoussé les États-Unis jusqu'à la base de Muwafaq. Et même là, ils ont été durement frappés par ces missiles. Cela signifie que les États-Unis n'ont plus beaucoup d'endroits où ils peuvent entretenir leur aviation, leurs forces aériennes et tout le reste. Autrement dit, ce processus de démantèlement des bases américaines ne se limite pas à une dimension géographique. Il a aussi une dimension logistique, parce qu'il rend désormais la logistique américaine beaucoup plus complexe. Il faut ravitailler les avions depuis beaucoup plus loin, il faut accéder aux munitions, au réapprovisionnement, au carburant, et ainsi de suite, depuis beaucoup plus loin, du, disons, théâtre des opérations si vous voulez. Cela signifie donc que les avions peuvent voler moins longtemps. Ils devront probablement emporter moins de munitions, et ainsi de suite. Cela a donc des conséquences opérationnelles. Il ne s'agit pas seulement de la dimension géographique consistant à retirer les États-Unis de la région. Il y a aussi des implications opérationnelles. C'était naïf l'objectif de l'Iran. Mais ça, c'est le contexte militaire, si vous voulez. Maintenant, si on prend du recul et qu'on revient à la dimension stratégique, on a à la fois les Yéménites et les Iraniens qui sont en substance dans un conflit existentiel. Enfin, pour eux, c'est une guerre existentielle. Cela veut dire qu'ils n'ont rien à perdre parce qu'ils savent que Israël comme les États-Unis veulent les détruire, en particulier l'Iran. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous n'avez rien à perdre, vous êtes évidemment prêt à l'escalade. Et en réalité, ce que je viens d'expliquer est le résultat d'une escalade en cours menée par l'Iran. À la fois une escalade horizontale, lorsque vous élargissez le champ de vos opérations afin de repousser les États-Unis loin de votre pays. C'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps, il y a une escalade verticale, dans le sens où vous augmentez l'intensité de vos frappes contre les États-Unis. Vous accroissez donc la pression ainsi que l'ampleur de vos frappes ou leur portée. Et c'est d'ailleurs ce que les Iraniens appellent l'escalade inconditionnelle. C'est un principe doctrinal de l'Iran, cette escalade inconditionnelle. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et ça marche. Mais bien sûr, nous arrivons maintenant à un point où les Américains doivent réagir. Et comment peuvent-ils réagir? Ils ne peuvent pas vraiment faire monter le conflit d'un cran parce que, je veux dire évidemment, ils pourraient utiliser la bombe nucléaire ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas qu'ils veuillent le faire à ce stade, du moins. Donc, jusqu'ici, nous ne sommes pas dans ce genre de situation. Mais bien sûr, ils peuvent probablement augmenter le nombre de frappes, la puissance des bombes et ce genre de choses. Mais comme nous le savons, et comme je l'ai expliqué auparavant, cela devient de plus en plus difficile pour eux. Il se pourrait que Netanyahou ait demandé des troupes au sol, des soldats sur le terrain. Et c'est ce que cela laisse entendre. Je veux dire, nous avons parlé de cette éventuelle opération contre le mont Pickaxe. J'ai du mal à le prononcer. Et à mon avis, pour Israël, il ne s'agit pas de prendre cette montagne. L'idée de Netanyahou, si vous voulez, est de mettre un pied dans la porte, puis d'avoir une force au sol. Et les États-Unis se retrouveraient alors coincés avec ça. Car même dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça? On ne peut pas tenir un tel endroit très longtemps, surtout dans un pays comme l'Iran. Donc, vous pouvez, à supposer que vous puissiez le prendre. Et je pense qu'on aurait tout de suite une tâche très difficile, récupérer cet uranium enrichi qui serait stocké dans la montagne. Il pourrait y avoir des pertes, ou même le risque que les hommes qu'on y envoie ne puissent pas revenir. Ce qui voudrait dire que les États-Unis seraient obligés d'envoyer davantage de troupes et d'établir une sorte de tête de pont à l'intérieur de l'Iran pour récupérer ces soldats. Donc cela signifierait essentiellement que les États-Unis seraient engagés dans une certaine mesure dans une guerre au sol.
Et c'est probablement ce que Netanyahou veut lui dire. Comme vous l'avez dit, et cela avait été évoqué, Netanyahou donnerait probablement des renseignements à Donald Trump. Would probably give some intelligence to Donald Trump. I would be extremely cautious if I were Donald Trump. Je serais extrêmement prudent si j'étais Donald Trump. Je ne le suis pas, mais je serais extrêmement prudent vis-à-vis des services de renseignement israéliens. Jusqu'ici, on a vu que les renseignements israéliens étaient systématiquement faux, intentionnellement ou non. Intentionnellement, eh bien, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'Israël veut désespérément étendre cette guerre. Il veut désespérément que les États-Unis soient impliqués de façon permanente dans une sorte de guerre permanente contre l'Iran et tous ces pays. C'est une constante de la politique israélienne depuis les années 50. Donc, il serait logique de diffuser une forme de désinformation, d'attirer les États-Unis dans une opération très, disons, juteuse. Et en fait, Netanyahou a réussi à le faire en février parce que tous les précédents présidents américains n'étaient pas tombés dans le piège. Seul Trump est tombé dans ce piège. Trump fell in that trap. All the others refused to engage Iran despite Tous les autres ont refusé d'affronter l'Iran, malgré les demandes de Netanyahou. Il pourrait une nouvelle fois tomber dans ce piège, parce qu'il a besoin d'un succès. Il doit démontrer que ce qu'il a fait jusqu'ici porte ses fruits. Et donc, la perspective d'un succès pourrait l'attirer. Le problème, c'est que même si l'on part du principe que les Israéliens ne cherchent pas intentionnellement à entraîner les États-Unis, je serais extrêmement prudent quant à leurs renseignements. Israël est un pays, et pour la plupart des gens, ceux qui ne connaissent pas le travail du renseignement, ceux qui n'ont pas évolué dans le monde du renseignement, ceux qui n'ont pas été confrontés au volet analytique des opérations de renseignement, il semble, et c'est ce qu'on peut lire dans de nombreux articles de presse, qu'Israël dispose des meilleurs services de renseignement au monde. C'est faux. C'est totalement faux. Israël, ou plutôt c'est partiellement faux, si je peux apporter une nuance. Israël a une excellente capacité à repérer les personnes qu'il qualifie de terroristes. Et s'ils veulent trouver quelqu'un, ils trouveront cette personne, c'est certain. C'est le type de renseignement sécuritaire ou de renseignement pour tuer. Ils en sont capables. Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer la menace, d'évaluer leurs voisins, d'évaluer les capacités de leurs voisins, et même dans le reste du monde d'ailleurs, c'est probablement le pire renseignement au monde. Et pour une raison très simple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre quand on est une organisation de renseignement. On ne peut pas se permettre d'être motivé par l'idéologie. On peut l'être, enfin, comme le gouvernement israélien, mais pas seulement le gouvernement israélien. Like the Israeli government, but not only the Israeli government. You have that in Europe. You have France is also. On voit ça en Europe. En France aussi, il y a des motivations idéologiques et tout ça. Le gouvernement peut être motivé par l'idéologie et une politique peut l'être aussi. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ça peut arriver. En revanche, ce qui ne doit pas arriver, c'est d'avoir un renseignement motivé par l'idéologie. Le renseignement a pour mission d'évaluer l'ennemi. Et quand on évalue l'ennemi, il faut essayer de comprendre comment l'ennemi pense. C'est pas qui l'on pense qu'il est. Il faut pouvoir se mettre à la place de l'ennemi pour comprendre exactement comment, dans ce cas, l'Iran, mais ça pourrait être les Yéménites ou les Palestiniens, conçoit la guerre, conçoit son avenir, comprend le combat, comprend la victoire, comprend ses capacités, ou la manière dont il perçoit sa capacité à supporter des pertes. Vous savez, supporter des pertes, c'est quelque chose de très culturel. Si vous entrez si vous regardez, par exemple, la guerre que nous avons actuellement avec l'Iran, vous avez, je ne sais pas combien de morts, et c'est probablement très largement sous-estimé, mais malgré tout, disons qu'il y a environ 50 morts aux États-Unis. À mon avis, il y en a probablement beaucoup plus, mais je ne sais pas. Partons de l'hypothèse qu'il y en a 50. C'est déjà un problème pour les États-Unis, 50 personnes.
Maintenant, comparé avec le nombre de morts qu'il y a eu en Iran jusqu'à présent, on est déjà à plusieurs milliers. C'est exactement la même chose avec le Hezbollah. On a vu la même chose avec les Palestiniens. Ils peuvent supporter beaucoup plus de pertes humaines que les Israéliens. Et les Israéliens, avec déjà quelques morts, ont le sentiment d'avoir perdu. Et c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Je veux dire, c'est un aspect de l'évaluation globale. Le problème, c'est que les Israéliens n'ont pas cette capacité à se mettre à la place de l'ennemi. Ils sont tellement obsédés par leur supériorité. Et c'est la même chose chez les Européens et aux États-Unis, évidemment. Nous sommes tellement convaincus d'avoir la seule façon de comprendre les choses, la seule façon de comprendre le monde, la seule façon de comprendre la guerre, que nous sommes incapables d'évaluer les capacités de nos ennemis. Et c'est exactement ce que nous avons vu, d'ailleurs. J'ai écrit cela dans mon livre sur le 7 octobre 2023, l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Mais je l'ai aussi écrit dans de nombreux livres. Aujourd'hui, nous comprenons, nous commençons à comprendre que nous avons sous-estimé les Russes, nous avons sous-estimé les Palestiniens, nous avons sous-estimé les Iraniens, nous avons sous-estimé les Yéménites. C'est toujours la même erreur. Et nous savons que ce n'est pas nouveau, mais nous répétons cette erreur. Nous continuons à nous convaincre que nos ennemis sont plus faibles que nous ne le pensons, et que nous avons le droit, ou pas le droit, mais que nous sommes capables d'obtenir une forme de résultat, voire une victoire, même si nous ne sommes pas capables de définir ce qu'est la victoire. Et c'est tout à fait vrai, particulièrement pour le renseignement israélien. C'est quelque chose qui, et je vais sans doute choquer beaucoup de gens, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec tous les services de renseignement occidentaux. J'ai travaillé avec eux. Nous avons échangé et confronté nos analyses de la situation. Et je sais quels services sont meilleurs que d'autres en matière d'analyse. Et ne vous y trompez pas. Les États-Unis, la CIA en particulier, mais pas seulement elle, la communauté du renseignement aussi, ont une très forte capacité à évaluer correctement leurs adversaires. Le problème, c'est que même si vous avez de très bons analystes dans votre organisation, l'analyse qui remonte la pyramide jusqu'au plus haut niveau, puis qui est remise au président, eh bien, à mesure qu'elle monte dans la hiérarchie, votre évaluation commence à se politiser. Et même si, tout en bas de la pyramide, vous aviez un excellent analyste qui faisait une très bonne évaluation de la situation, une fois que cela arrive au sommet, tout est complètement déformé. Parce qu'on n'ose même pas dire au président que c'était une erreur, qu'on a sous-estimé l'ennemi et ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs ressort aussi aux États-Unis, par exemple. En Israël, c'est un peu différent parce que l'organisation est beaucoup plus... Disons que la société israélienne est une société très horizontale. C'est une société très informelle, assez semblable à ce qu'on peut trouver en Suisse. Mais en Suisse, heureusement, nous n'avons pas la même idéologie. Mais c'est une société extrêmement informelle, où cet effet de pyramide ou de hiérarchie de l'intelligence ne fonctionne pas exactement comme il peut fonctionner en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, par exemple. Autrement dit, le problème, surtout en Israël, c'est que toute la pyramide est biaisée, idéologiquement biaisée. Ils sont donc tellement convaincus de leur propre supériorité qu'ils ne peuvent pas accepter la simple idée que leurs ennemis, les Iraniens, les Palestiniens, le Hezbollah, et ainsi de suite, puissent être plus forts qu'eux, ou avoir une volonté de combattre meilleure, ou disons plus forte, que celle que nous avons en Occident. C'est pourquoi je serais extrêmement prudent face à un rapport venant de Netanyahou,
Parce que, comme on l'a vu, souvenez-vous de ces affirmations de Netanyahou selon lesquelles il disposait de renseignements. C'était en 2012, à l'Assemblée générale de l'ONU, quand il disait que les Iraniens étaient à quelques semaines d'avoir une bombe nucléaire. À quelques semaines. Et depuis à plusieurs reprises, les services de renseignement américains ont dit que l'Iran n'avait pas de bombe nucléaire. Eh bien aujourd'hui, ils se battent toujours, soi-disant à cause de la bombe nucléaire. Donc on n'y comprend plus rien. Quoi qu'il en soit, le renseignement israélien n'est pas un véritable renseignement en ce sens-là. Et il est extrêmement mauvais en matière d'analyse. Cela a d'ailleurs été reconnu par plusieurs commissions en Israël, notamment après la guerre de 1973, celle de 1982, puis la guerre de 2006 au Liban. Là, les Israéliens ont causé beaucoup de destruction, mais en réalité, ils ont été vaincus. Et cela a été reconnu au sein de l'establishment militaire israélien. Ils ont donc mis en place des commissions pour évaluer le travail, notamment le travail de renseignement. Et ce que je viens de vous dire, ce biais dans l'analyse du renseignement en Israël, ce n'est pas seulement mon appréciation. C'est aussi une évaluation menée par les Israéliens eux-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils n'ont jamais réussi à le corriger. Ils commettent sans cesse la même erreur. Et cela s'explique par ce que je viens de vous dire. Il existe une base idéologique extrêmement forte dans toute l'armée israélienne et surtout dans les services de renseignement. C'est aussi la raison pour laquelle ils se trompent systématiquement dans leurs analyses stratégiques. Ils sont peut-être très bons pour identifier des Palestiniens en particulier ou des dirigeants du Hamas. Ils sont peut-être très capables de les localiser et au bout du compte, de les tuer. C'est leur spécialité. Mais du point de vue du renseignement, cela reste au fond extrêmement tactique. Dès qu'il s'agit d'une véritable évaluation stratégique et même opérationnelle, ils sont extrêmement faibles. Donc, ne vous fiez pas aux évaluations du renseignement israélien. Ce serait mon conseil. Oui. Jacques, pensez-vous que Zelensky, il y a eu une attaque ukrainienne contre un cargo iranien qui allait de Russie vers l'Iran. Et Zelensky l'a attaqué. Son argument, c'était que l'Iran nous attaquait en fournissant des drones à la Russie et que la Corée du Nord faisait la même chose. Ils ont aidé la Russie pendant la guerre. Donc, en substance, ils sont en guerre contre nous. Nous avons répondu à cela. Mais avez-vous le sentiment que Zelensky se voit, d'une certaine manière, isolé? Personne ne parle de Zelensky. Il veut peut-être fusionner les deux guerres pour montrer d'une façon ou d'une autre aux États-Unis qu'ils peuvent faire quelque chose pour eux concernant l'Iran. Quelle est votre lecture de cette attaque? Eh bien, il faut comprendre. Je dirais qu'il y a probablement aussi certaines similitudes culturelles entre l'Ukraine et Israël. Culturelles, religieuses, on peut y trouver différentes raisons peut-être. Mais il est intéressant de constater qu'on observe un comportement très similaire dans les deux pays. Et c'est ce qui a en fait déclenché la guerre en Iran. Cette idée d'Israël selon laquelle il fallait étendre le conflit israélo-iranien ou y impliquer d'autres pays. Et on voit quelque chose de très similaire avec l'Ukraine. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Il y a eu plusieurs tentatives et toutes ces histoires de drones et cette prétendue attaque de drones en Pologne par des drones prétendument russes. Et aussi contre la Roumanie, où il s'agit probablement, je veux dire très probablement, selon ce que je pense être des évaluations raisonnables, d'une sorte d'attaque sous faux pavillon, afin d'impliquer davantage de pays dans le conflit. Parce que l'Ukraine, et Zelensky en particulier, se rend compte qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Je veux dire, ils savent qu'ils ne gagnent pas la guerre. Ils le savent,
Ils sont peut-être en train de perdre lentement, si vous voulez, ou les Russes sont en train de gagner lentement. On peut le dire dans les deux sens. Mais l'évolution va dans une seule direction. C'est très clair. Et Zelensky le sait. Et selon lui, il n'y a pas d'autre solution au problème que d'impliquer d'autres pays, surtout les États-Unis, mais pas seulement. Et cette idée d'adopter l'Iran comme ennemi supplémentaire, est un bon moyen de montrer que l'Ukraine et les États-Unis ont le même ennemi, afin d'inciter les États-Unis à soutenir l'Ukraine. In order to create an incentive for the US to support Ukraine. And it goes further as that because Et cela va encore plus loin parce que le conseiller irakien à la sécurité nationale, M. Al-Araji, a récemment déclaré qu'il y avait en Irak des cellules opérationnelles ukrainiennes clandestines, actives pour attaquer des installations irakiennes, mener une sorte d'opération sous faux drapeau contre l'Irak, afin d'en rejeter la responsabilité sur d'autres factions. Parce que, comme vous le savez, l'Irak est un pays composé sur le plan religieux d'environ 60 à 65% de chiites. Cela signifie que les groupes de résistance présents en Irak combattent de leur propre chef la présence étrangère, car il y a toujours une présence américaine, et des militaires français y sont également présents. D'ailleurs, l'un d'eux a été tué en mars, je crois au début du mois, lors d'une attaque contre une base clandestine où les Français entraînent des Kurdes à attaquer l'Iran. Alors vous savez, tous ces pays étrangers sont actifs là-bas. Et ces groupes de résistance chiites en Irak combattent la présence étrangère. Et les Ukrainiens, dans tout ça, mènent une sorte d'attaque sous faux drapeau afin d'accuser davantage ces groupes chiites qui seraient soi-disant des troupes soutenues par l'Iran. En réalité, ce sont des Irakiens qui se battent pour leur propre liberté. Ils résistent à une présence étrangère. Je veux dire, les États-Unis, les Britanniques, les Français n'ont aucune raison d'être là-bas. Il n'y a absolument aucune raison, quelle qu'elle soit. Alors les Ukrainiens jouent ce jeu. Et vous vous souvenez peut-être que les Ukrainiens étaient aussi actifs en Syrie. Ils ont soutenu l'ascension d'Ahmed al-Shara ou Mohamed al-Julani. Nous en avons déjà parlé il y a un an ou même plus. Et cela a été soutenu par des agents ukrainiens. Nous avons aussi eu des agents ukrainiens actifs au Soudan, en soutien aux forces des Émirats arabes unis et au Mali, en soutien au mouvement djihadiste contre le gouvernement malien, ainsi qu'en soutien aux Français d'ailleurs. Vous voyez donc que l'Ukraine essaie de... Enfin, ils n'ont absolument aucun intérêt historique au Soudan, au Mali ou dans ces pays-là, même en Irak. Et c'est, au fond, ils n'y ont rien en jeu. Mais ils essayent de soutenir leurs alliés occidentaux dans ces pays afin d'obtenir leur soutien en retour, si vous voulez, afin d'obtenir un soutien occidental en Ukraine. C'est une façon de promouvoir l'idée d'une internationalisation du conflit en Ukraine. Et c'est là le danger d'une telle situation. L'Ukraine est en train de perdre. Et vous savez, c'est toujours le moment le plus dangereux lorsqu'un pays perd, parce qu'il est alors enclin à des gestes désespérés. Et c'est exactement ce dont nous sommes témoins avec l'Ukraine. Donc l'Ukraine, et c'est la même chose avec Israël, essaye, si vous voulez, de provoquer une sorte d'escalade internationale du conflit. Et c'est très dangereux, parce qu'aujourd'hui, à l'ensemble occidental, it's Talonini, in particular, is that Taupa, Sukuma Romp, Nader Wishmo Fab. In Europe, we have weak governments. We have governments that are looking for some kind of... Nous avons des gouvernements qui cherchent une forme de succès à l'extérieur, parce qu'ils échouent sur le plan intérieur, si vous voulez, en matière de politique sociale, de politique intérieure, je veux dire, sur les questions sociales ou économiques, et ce genre de choses. Pour cette raison, ils ont besoin d'obtenir une forme de succès. C'est pour cela que Macron et d'autres essayent de mener certaines actions
et de soutenir le travail clandestin, y compris de mouvements djihadistes au Mali contre le Niger et ce genre de choses. Ce sont des initiatives désespérées de pays qui échouent essentiellement partout ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. And we have exactly what's happening in Ukraine. Now we see that Ukraine has been On voit aujourd'hui que l'Ukraine traverse une forme de turbulence interne concernant son commandement militaire, avec le changement du ministre de la Défense, du commandant des forces terrestres, des forces armées et ce genre de choses. Ce n'est pas un signe de réussite. Quand on réussit, on n'a pas besoin de changer son équipe. Cela veut donc dire que nous sommes dans une situation où ils cherchent une forme de succès et où ils pourraient se lancer dans une initiative désespérée. Et c'est exactement là où nous en sommes. Et puis, l'Iran a dit qu'il réagirait à la destruction de ce cargo en mer Caspienne. Je ne sais pas exactement comment l'Iran répondra à cela, mais il pourrait réagir contre ces groupes ukrainiens que vous avez par exemple en Irak. But they may respond on these Ukrainian groups that you have in Iraq, for instance. It may not be a missile over. Ce ne sera peut-être pas un missile dirigé vers Kiev ou quelque chose comme ça. Ce sera peut-être autre chose. Je ne sais pas. Et j'ai davantage confiance dans la logique et la rationalité de la réponse iranienne que dans les initiatives menées par les Ukrainiens. Encore une fois, quand on observe simplement le comportement des partis en guerre, on voit que l'Iran se comporte comme un vainqueur, pas comme un perdant. Il a une stratégie cohérente. Il suit une ligne très constante. Ce qu'il fait s'explique par une doctrine, celle que j'ai expliquée plus tôt dans cette émission. On a une approche doctrinale de la guerre très systématique et, disons-le, très rationnelle, alors que du côté des États-Unis ou d'Israël, on a quelque chose qui semble extrêmement chaotique. You have something that seems extremely chaotic. They respond on just on what. Ils réagissent simplement à ce qui se passe. Ils ne semblent pas avoir de véritable stratégie. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Nous avons souvent parlé du conflit en Iran, mais nous avons eu exactement la même chose avec Israël et les Palestiniens, les Israéliens et le Hezbollah. On voit qu'on ne parvient pas à identifier de stratégie dans la manière de gérer ces situations. C'est une approche tactique de la guerre. Cela veut dire qu'on réagit dans une logique de donnant-donnant. Mais ce n'est pas quelque chose qui puisse s'expliquer par une stratégie rationnelle à long ou à moyen terme. Et c'est là que nous échouons. Et d'ailleurs, si vous voulez une explication de la raison pour laquelle les armées occidentales ont échoué ces 25 dernières années dans la guerre contre le terrorisme et ce genre de choses, c'est parce que nous n'avons pas de stratégie. Nous ne savions pas exactement ce que nous combattions. Je veux dire, nous ne savions pas pourquoi nous nous battions. Nous ne savions pas exactement contre qui nous nous battions. Et par conséquent, nous n'avions pas de stratégie. Nous avons mené des guerres au niveau tactique. Or, il y a 2500 ans, Sun Tzu disait « La tactique sans stratégie n'est que du bruit avant la défaite ». Et c'est exactement là où nous en sommes. C'est exactement ce dont vous êtes témoin en Iran. Ils ont attaqué l'Iran, non pas sur la base d'une évaluation correcte des capacités iraniennes, mais sur la base d'une sous-estimation massive du potentiel iranien, d'une sous-estimation massive de la capacité du peuple iranien à soutenir une guerre, et d'une sous-estimation massive de la capacité du gouvernement iranien à parvenir à une forme d'unité nationale contre un ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Israéliens et les Américains ont attaqué en février, ils s'attendaient à une révolution en quelques jours, parce que la population était censée détester ses dirigeants. Cela ne s'est pas produit. Car si vous ne connaissez pas votre ennemi, alors bien sûr, toute votre approche de la guerre est faussée, puisque vous attaquez le mauvais ennemi, si je puis dire. C'est bien en Iran, mais ce n'est pas le type d'ennemi que vous vous attendiez à vaincre très rapidement. Il est plus résilient que vous ne l'aviez prévu. Et il n'y a pas de réponse à cela.
On peut aussi constater que si l'on regarde le type de cible visée par les États-Unis et Israël, au tout début, fin février, début mars, ils avaient une liste de cibles militaires et ils les ont attaquées. Mais très vite, ils n'ont plus de cibles. Ils avaient épuisé leur liste de cibles militaires. Ils ont donc commencé à attaquer des cibles civiles. Et cela montre exactement ce que nous disions auparavant. Ils s'attendaient à un résultat plus rapide que celui qui s'est produit. Ils pensaient donc que l'ensemble des cibles qu'ils avaient identifiées suffirait à obtenir la victoire. Et après avoir prétendument détruit ces cibles, ils n'ont obtenu aucun succès. Ils ont donc dû se reporter sur d'autres types de cibles, qui sont essentiellement civiles. Et c'est aussi l'expression d'une absence totale de stratégie solide. Et c'est exactement là que nous avons un problème en Occident. Nous avons perdu le sens de ce que les Russes appellent l'art opérationnel. Et nous avons aussi perdu, parce que si vous vous attaquez au terrorisme, c'est ce que nous avons fait au début du XXIe siècle. Nous nous sommes attaqués au terrorisme sans savoir exactement qui étaient ces terroristes. Comment pensent-ils? Comment opèrent-ils? Résultat, nous n'avions pas de véritable stratégie. L'idée, c'était simplement de tuer des terroristes. Point final. Exactement comme avec les Israéliens. Ils tuent des terroristes. Vous tuez des terroristes. Mais vous ne supprimez pas le terrorisme. Et c'est exactement le genre de paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Mais, dans la pensée militaire occidentale, cela a eu pour effet de reléguer la stratégie au second plan, tout comme l'art opératif. L'art opératif, en substance au sens classique du terme, c'est l'art de mener des opérations sur le terrain. Donc de grandes opérations avec des chars, des avions, des opérations interarmées, ce genre de choses. C'est la conception classique des opérations. Et il peut y avoir différents types d'opérations. Des opérations amphibies, des opérations terrestres, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il s'agit d'utiliser des moyens interarmés pour atteindre un résultat. Ce sont les grandes flèches sur la carte, ce genre de choses. Mais on ne pouvait pas faire ça avec des terroristes. Nous l'avons donc progressivement oublié. Et d'ailleurs, si l'on revient à la Russie et à l'Ukraine, c'est la raison pour laquelle la Russie a conservé cela. La Russie a construit sa propre doctrine militaire et ses forces armées autour de l'idée de défendre le pays et de le défendre dans le cadre d'opérations terrestres. Elle a donc maintenu vivante la notion des niveaux tactiques, opérationnels et stratégiques. Alors qu'en Occident, parce que nous passons tellement de temps à combattre des terroristes, ce que nous considérons comme un simple niveau tactique, nous avons développé notre réflexion militaire sur la tactique, mais nous avons oublié les niveaux opérationnels et stratégiques. Et c'est exactement ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. On dirait que les États-Unis n'ont aucune réponse à l'approche iranienne de la guerre. Et je trouve ça absolument fascinant. Et maintenant, nous n'avons pas seulement une défaite militaire du camp occidental, je veux dire du camp israélo-américain dans ce cas, mais aussi, je dirais, presque une défaite intellectuelle, parce que c'est le genre de guerre que nous n'avons pas été capables de comprendre, d'imaginer, ni d'anticiper. Les Iraniens ont poussé les États-Unis dans une guerre dont ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle ait lieu. Et c'est précisément pour cela que les Iraniens gagnent. Mais nous avons exactement la même chose au Liban, même s'il y a beaucoup de victimes et de morts. Nous avons eu la même chose en Palestine. Oui, les Israéliens, parce qu'ils ont cette domination, peuvent se permettre d'occuper une vaste partie de la bande de Gaza. Mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont atteint aucun des objectifs définis au début de leur opération.
tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables d'aborder le problème tel qu'il est. Ils l'ont abordé tel qu'ils le percevaient et non tel qu'il est. Et nous avons, et c'est d'ailleurs tout à fait vrai dans le sud du Liban comme en Iran, en réalité, ce que nous avons, c'est que le Hezbollah comme l'Iran ont redéfini le contexte, le cadre de la guerre. Les États-Unis et les Israéliens ont commencé la guerre, mais aujourd'hui ce sont l'Iran et le Hezbollah. Et aujourd'hui on peut même ajouter les Houthis à l'équation, parce qu'ils se sont joints au conflit, même s'ils l'ont fait à partir d'un différend qui les oppose aux Saoudiens. Mais au bout du compte, ils combattent le même ennemi et sont engagés dans le même type de guerre. Mais aujourd'hui, ce sont ces forces-là qui définissent le contexte de la guerre et non plus l'Occident. Et c'est quelque chose de très nouveau. Si l'on regarde l'histoire récente, c'est probablement la première fois que, enfin, pas tout à fait la première fois, parce que ce qu'on a vu au Vietnam était sans doute assez similaire pour les États-Unis. Ils ont infligé beaucoup de pertes, causé beaucoup de destruction, ce genre de choses. Mais au final, ce sont le Viet Cong et les forces vietnamiennes qui ont façonné la guerre. Ce ne sont pas les États-Unis qui l'ont façonnée. C'était les Vietnamiens. C'était eux qui dictaient la manière dont la guerre devait être menée, pas les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ils ont beaucoup plus de puissance de feu. Cela ne fait aucun doute. Ils ont bien davantage de capacités. Si les États-Unis engageaient toutes leurs capacités, ils auraient certainement une supériorité sur l'Iran, une supériorité numérique, quantitative. Mais ils n'ont pas la supériorité qualitative. Et, au bout du compte, la supériorité qualitative repose sur la qualité. D'abord, sur une stratégie très solide et très cohérente. Je veux dire, ces gens en Iran savent exactement ce qu'ils font, et ils ont une ligne de conduite. Cela ne veut pas dire que cette ligne ne peut pas être ajustée à la situation, mais il y a une ligne, une logique, une raison d'être derrière les opérations militaires. Et ils disposent aussi d'un type d'armes auquel les États-Unis ne s'attendaient pas vraiment. C'est la première fois que les États-Unis se retrouvent confrontés à des missiles. Regardez les guerres des 25 dernières années. Ils avaient affaire à des gens avec des Kalachnikov, ou même pire, à des fusils Lee-Enfield en Afghanistan. Voilà le type d'ennemi qu'ils avaient, avec, bien sûr, des engins explosifs improvisés, des bombes en bord de route, voilà, ce genre de choses. D'accord, très bien. Mais ce sont des armes qui restaient à un niveau très tactique. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à un adversaire qui possède une capacité de missile stratégique et qui est capable de la combiner avec des capacités opérationnelles et tactiques. Jusqu'à présent, parce que les Iraniens ont réussi à éloigner les États-Unis de l'Iran, ils peuvent s'en tenir à ces missiles. Mais les États-Unis s'engageraient-ils dans une forme d'opération à Pickaxe Mountain ou dans des choses de ce genre, ou sur l'île de Karg, où, vous savez, plusieurs scénarios ont été évoqués ces dernières semaines. Les États-Unis s'engageraient-ils dans quelque chose comme ça? Alors, ils se retrouveraient probablement face aux combattants, je veux dire, dans la dimension opérationnelle. Et c'est quelque chose que les États-Unis n'ont pas réussi, jusqu'ici, à affronter avec succès. Voilà où nous en sommes. Et je pense encore une fois que je ne sais pas ce que Netanyahou dira à Trump. Il pourrait en discuter, et Netanyahou tentera probablement de convaincre Trump de s'engager davantage dans la guerre. Mon conseil, si on me le demandait, serait « Trump, ne vous engagez pas dans cette voie. Ne vous engagez pas dans cette voie. » Ce serait une erreur, je pense. Et au fond, Trump sera-t-il sage? Là encore, la question reste ouverte. Il ferait mieux de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Plus il attendra, plus la défaite sera sévère. Oui, oui.
Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure, as always. Well, Ça a été un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Thank you.